public libyen. Charges qui ont été retenues contre lui par les juges. Carole Barjon, est-ce que Nicolas Sarkozy a raison? Le temps judiciaire est très long. C'est tout de suite qu'il faut occuper le terrain? En tout cas, c'est sa méthode à lui, parce que pour le coup, elle n'a pas vraiment changé depuis une quinzaine d'années. Enfin, à chaque fois qu'il est mis en cause, généralement, il y a un communiqué. Bon, là, il n'y a pas eu de communiqué, mais il y a eu quelques éléments dans le Figaro. Qui est la déclaration qu'il a faite au juge. La déclaration liminaire qu'il fait au moment de sa comparution. Voilà, et il fait immédiatement un 20h. Bon, donc là, il recommence exactement comme il a toujours fait. Il a évidemment, oui, raison de se défendre, parce que cette affaire est quand même grave. Il y a beaucoup de sous-entendus encore plus graves, parce que les chefs d'inculpation sont quand même déjà assez sérieux. Enfin, je veux dire, corruption passive, recel de détournement de fonds publics libyens. Enfin, c'est pas tout à fait rien pour un ancien président de la République française. Et les conséquences, si les faits étaient avérés, serait encore plus grave. Je veux dire, si vraiment il était reconnu coupable, voilà, parce que ça pose des tas de questions ensuite sur sa politique étrangère. Enfin, je veux dire, c'est un énorme scandale. Donc, bien entendu qu'il a, il a raison de l'offensive médiatique. Voilà, de relever que, par exemple, M. Ziad Takieddine n'est pas forcément un témoin de moralité absolue, etc. Bon, maintenant, le problème, c'est qu'on se dit que le juge Tournaire, qui est très redouté des avocats, parce que considéré comme extrêmement sérieux, alors assez austère, mais considéré comme très sérieux, ne prend pas la décision de le mettre en examen sans avoir de billes. Mise en examen qui, par exemple, dans l'affaire Bettencourt, avait abouti à un non-lieu. Donc, oui, mais là, c'était le juge gentil. Là, je parle du juge Tournaire. C'est pas la même chose. Alexis Brézy. C'est le juge méchant. Oui. C'est vrai aussi qu'à l'époque de l'affaire Bettencourt, on disait aussi, si le juge l'a mis en examen, c'est bien qu'il y a des... Enfin bon, donc par définition, une mise en examen, on ne sait pas sur quoi ça débouche. Les côtés, alors on va peut-être l'écouter d'abord, côté voix qui sont exprimées depuis 48 heures. On n'en a pas tant que ça. Il y a Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, qui s'interrogeait, c'était avant la mise en examen, ça remonte à hier, qui s'interrogeait sur cette justice qu'il qualifie de un peu spectacle. On l'écoute. J'ai décidé de ne pas avoir de doute. D'abord parce que présomption d'innocence, mais surtout parce que ce que je trouve de plus inquiétant ici, c'est que dans les affaires politiques, notre justice ne semble pas sereine. La justice doit être sereine. Mais pourquoi tout ce spectacle? Pourquoi cette interrogation s'il a passé la nuit dans une cellule ou je ne sais quoi? Pourquoi tout ce climat, comme si on voulait faire pression un peu sur l'événement? La justice doit être sereine. Dans les affaires politiques, la justice apparaît nerveuse. Et ça, c'est pas bon pour la République. Justice spectacle, Alexis? Non, la question c'est celle, fallait-il passer ou non par une garde à vue? En fait, c'est la seule question. Après, alors le juge a fait le choix d'utiliser la garde à vue. Pour autant, il l'a quand même laissé rentrer chez lui, ce qui est un moyen d'atténuer les rigueurs de la garde à vue. C'est vrai qu'on peut se dire aussi, bon, après tout, s'il avait fait demander de venir, il serait venu et il lui aurait répondu tout aussi bien et sans passer par le côté infamant de la garde à vue. Un peu humiliant de la garde à vue. N'empêche que, bon, à la fin, il l'aurait ni plus ni moins mis en examen. Enfin, l'important, me semble-t-il, c'est moins ces questions de forme que le fond du dossier. Alors, le fond du dossier, par définition, on ne le connaît pas. Puisqu'on ne sait pas. Malgré tout, l'élément qu'on a, c'est la déclaration liminaire de Sarkozy sortant de 2 séances d'audition par la police. Il arrive devant le juge et le juge doit décider de le mettre en examen. Et là, il fait une déclaration dans laquelle il est censé, enfin, si le travail est bien fait, répondre aux faits qu'on lui a reprochés pendant la garde à vue. Moi, ce qui me frappe, je ne sais pas ce qu'il y a par ailleurs dans le dossier, mais dans tous les éléments qu'il évoque dans son texte, Takieddine, les Libyens, ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a pas de fait nouveau. Quand il a été mis en garde à vue, on s'est dit, si le juge le met en garde à vue maintenant, c'est vraiment qu'il s'est passé un truc, il a quelque chose de neuf, il y a eu une perquisition. Vos interrogatoires, oui. Quand on voit les objections que Sarkozy fait, c'est un peu toujours la même chose, c'est de dire, écoute, Takieddine, il a dit n'importe quoi 14 fois, les Libyens,
de toute On façon, va voir ces on propos s'afficher à leur a fait la l'écran, peau, donc ils veulent se venger. Pour le reste, vous n'avez pas un fait, pas une preuve matérielle. Et si le juge était arrivé à quelque chose de nouveau, une preuve matérielle, il dirait « la preuve matérielle que vous m'apportez est bidon ». Il ne le dit pas. Donc j'ai le sentiment que par rapport à... Ça fait quand même 4 ou 5 ans que ça dure. Le dossier n'a pas forcément... J'ai l'impression que ça n'a pas tellement progressé. Olivier Duhamel. Le système, alors, vaste question, mais un peu injuste, de cette épée de Damoclès qui, évidemment, continue de peser sur Nicolas Sarkozy, et pendant sans doute des mois, voire des années, avant son renvoi ou non en correctionnel. Et la foudre qui est comme ça tombée très vite. Enfin, c'est fondamentalement... Très vite, pas tellement vite. Hein. L'enquête préliminaire a été ouverte en 2013, donc c'est pas si vite que ça quand même. Écoutez, bon, d'abord, je trouve qu'Alexis Brézier a fait une assez bonne plaidoirie, mais j'ai pas du tout l'intention de faire le procureur pour le contredire. Ce que je pense, c'est que, d'abord, forcément, quand on regarde tous les éléments qui ont été publiés, les uns probablement vrais, les autres probablement faux, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc il y a quelque chose. Je ne parle pas de Sarkozy, là, je dis en soi, il y a quelque chose. Il y a de l'argent qui a circulé de Libye vers la France illégalement. Ça, on peut dire ça d'une manière certaine, mais pour qui, comment, c'est autre chose. Alors, deux choses. Je pense que ça va se terminer par un immense scandale. Parce que soit il n'y a rien, ou quasiment rien, mettant en cause Nicolas Sarkozy, et c'est un scandale de l'avoir mis en examen. C'est un scandale. Parce que même si la mise en examen n'est que, etc., c'est stigmatisant pour lui. À ce moment-là, c'est un scandale judiciaire. Soit, plus ou moins, mais au bout de l'histoire, il est mis en cause, et c'est un scandale politique beaucoup plus important que tous ceux qu'on a connus. Le scandale judiciaire serait beaucoup plus important que toutes les erreurs et abus qu'on a pu parfois repérer dans le travail de la justice sur les politiques ou les reproches qu'on a pu faire. Et le scandale politique serait sans commune mesure des autres scandales de financement, puisque là, il s'agirait d'un État étranger, d'un dictateur, intervenant dans un processus électoral, avec derrière une guerre qui a été déclenchée contre lui, c'est-à-dire des événements gravissimes. Donc, dans les deux cas, c'est une catastrophe, parce que vous savez qui, au bout de l'histoire, que ce soit scandale judiciaire ou scandale politique, va en profiter? Les populistes. Ce sera soit la preuve que les politiques sont corrompus, formule absolument inacceptable, mais qui se répandra, soit la preuve que la justice est composée de gens totalement de parti pris, qu'il n'y a pas de justice dans ce pays. Alors, s'il n'y a pas de justice dans ce pays, c'est une catastrophe, et s'il n'y a pas de politique honnête dans ce pays, c'est une catastrophe. La réponse, sans doute pas avant quelques années. Gaël Slimane, un jeune en marche, comme il s'intitule sur le Figaro.fr. Le soutien des personnalités de droite à Sarkozy est-il unanime? On peut lui répondre. Et Soso Mimi, oui c'est ça, qui ajoute: Laurent Wauquiez a-t-il réagi sur cette affaire? Laurent Wauquiez, je crois qu'il a fait un tweet de soutien, ça datait de mardi de la garde à vue. Il y a eu deux étapes. Il y a eu un premier tweet au nom des Républicains, et puis ensuite il a refait des déclarations publiques plus énergiques. Alors, ouais, pour les réactions factuelles des Républicains, c'est quand même assez mou, mais en même temps c'est normal parce qu'il s'agit d'une affaire judiciaire, ils ne veulent pas interférer. Peut-être par extension par rapport à la question de votre internaute, une réponse quand même sur ce qu'est Nicolas Sarkozy aujourd'hui dans l'opinion auprès du peuple de droite, entre guillemets. C'est toujours le numéro 1, quand on regarde la cote de popularité des principales personnalités politiques sur notre baromètre politique, une cote d'adhésion. Voilà, il est toujours aussi clivant, il est toujours presque aussi rejeté par la gauche qu'auparavant, mais il est une personnalité qui a même repris du poil de la bête dans l'opinion auprès des sympathisants LR. Je crois que de mémoire, dans notre dernier baromètre politique, il est évidemment le numéro 1, 20 ou 25 points devant les autres. Et puis, on voit deuxième, troisième, quatrième des Valérie Pécresse et derrière, un Laurent Wauquiez. Donc, la droite se sent aujourd'hui orpheline de Nicolas Sarkozy. Et je rejoins ce que disaient Olivier Duhamel et Carole Barjon sur la gravité, alors je ne parlerai pas de l'aspect judiciaire, mais la gravité en termes de conséquences sur l'opinion et la gravité politique, si jamais les faits qui lui sont reprochés étaient avérés, s'il subissait une condamnation, plus à la limite pour l'implicite que suggérait Carole il y a un instant et que vous aviez souligné aussi, c'est-à-dire à cause de cela, je parle évidemment au conditionnel, une guerre aurait été déclarée, un dictateur aurait été reçu, puis aurait été conduit à la mort finalement, et donc on serait dans une situation où
l'image de notre classe politique et de notre démocratie serait très largement dégradée. Juste, je rappelle qu'après chaque affaire, on pose régulièrement la question aux Français, avez-vous le sentiment que c'est un cas isolé ou que ça signifie que l'ensemble de la classe politique est corrompue, qu'elle soit de gauche ou de droite? On est sur les 3/4 des Français qui nous disent c'est le signe que toute la classe politique est corrompue. Donc c'est quand même très grave. Alors, sans parler des conséquences internationales, il y a Ségolène Royal qui, elle, a fait un tweet également pour, alors à sa façon, a dit, je crois, en gros, est-ce que ça a été parfaitement équitable en 2007? C'est sa manière, effectivement. Non, et de toute façon, Ségolène Royal... Ça n'aurait rien changé. Là, pour le coup, elle n'a pas perdu à cause de Nicolas Sarkozy, mais plutôt à cause du PS et de François Hollande. C'est-à-dire que l'écart dans l'opinion entre les deux, quel qu'était l'éventuel soutien des fonds libyens, s'ils étaient avérés, etc., n'aurait strictement rien changé au rapport de force politique entre les deux. Elle est quand même formidable. Oui, c'est assez incroyable de le dire. Mais à l'inverse, Sarkozy, lui, dit qu'il aurait perdu en 2012 à cause de Takedine et de Mediapart. C'est ce qu'il dit que c'est le point et demi de... Parce que je ne peux pas dire ça n'aurait rien changé pour Ségolène, parce que j'aime pas Ségolène. Ça a changé pour Sarko, parce que j'aime Sarko. Là, il y a quand même des moments où un minimum de bonne foi est reculé. Malgré tout, l'écart entre Ségolène... L'écart arithmétique entre Ségolène et Sarkozy est malgré tout un peu plus élevé que l'écart entre François Hollande et Nicolas Sarkozy en 2012. Vous allez avoir le culot de soutenir? Non, je ne le soutiens pas. Ah bon, parce que je pense que par des... Mais parce qu'on ne sait pas quoi choisir. C'est-à-dire que quand il y a un écart d'1,5, comme c'est le cas entre Hollande et Sarkozy, on peut dire c'est à cause des affaires, on peut dire c'est à cause de Bayrou, on peut dire c'est parce qu'il n'a pas tenu ses promesses, on peut dire c'est parce que la droite ne l'a pas soutenu. À cause d'une stratégie politique. Bien sûr, on peut dire mille choses. Voilà. Et donc, il suffit de choisir le bon. Tout le passif fait plus que 1,5. Donc, ça aurait quand même dépendu de qu'est-ce qui était révélé quand. C'est-à-dire dans les versions les pires des pires, auxquelles je ne peux pas croire d'ailleurs, dans les versions les pires des pires, il y a eu de la part, mais encore une fois, je n'y crois pas, que ce soit clair, il y a eu de la part de Sarkozy réception d'argent en échange d'un arrangement pour disculper l'agent, le directeur des renseignements responsable impliqué dans l'attentat de du BCU de d'ITA qui a fait 178 morts. Évidemment, je ne crois pas à cette histoire insensée, mais si c'était un truc comme ça aurait changé, excusez-moi. C'est déçu, mais ça n'est pas. C'est déçu, d'accord. Oui, c'est ça. Ce qu'elle dit, c'est que si elle avait un peu plus d'argent pour sa campagne, j'aurais gagné. Bon. Et par ailleurs. Si on révélait que Sarkozy était un assassin avant l'élection, ça lui aurait fait du tort. Probablement. Sarkozy n'avait. En plus, un truc que je ne comprends pas dans ces genres de financement de campagne, c'est qu'aujourd'hui, avec les remboursements. Sarkozy, il ne manquait pas d'argent de campagne en 2007. Pas plus d'ailleurs qu'en 2012, c'est pas vrai. Aujourd'hui, un grand candidat ne manque pas d'argent pour faire campagne. Par ailleurs, les comptes ont été vus quand même par la commission des comptes de campagne. Oui, ou ça. Et dans l'affaire Bettencourt, parce qu'aujourd'hui, on nous dit c'est l'argent de Kadhafi qui a payé la campagne de 2007. Mais il n'y a pas si longtemps, on disait c'est l'argent de Mme Bettencourt. Donc je vous dirais, comme là aussi, il faut choisir. Un dernier mot là-dessus, Olivier Duhamel, et puis on clôt le débat là. Là-dessus, c'est que moi, je ne choisis pas et je ne tranche pas. C'est pas parce que quelqu'un est respectable et honnête que son témoignage est forcément vrai, et c'est pas parce que quelqu'un est un escroc que son témoignage est forcément faux. Je n'ai pas le dossier, je ne le connais pas, j'écoute Nicolas Sarkozy, je trouve qu'il se défend bien, je n'écoute pas les juges, et heureusement parce qu'ils n'ont pas le droit de parler, je pense qu'il y a des choses qui vont sortir et tout, parce que ça va tellement les énerver qu'on cogne sur le fait qu'ils aient mis en examen sans raison. Une fois de plus, on va trahir le secret de l'instruction, donc il faudrait revoir les règles là-dessus pour que ce soit équitable dans la discussion publique, mais moi je ne tranche pas, je vous dis juste, dans les deux cas, c'est une catastrophe. Pour répondre à une dernière question sur ce point, Val qui nous demande, n'est-ce pas louche que ce soit le même juge à chaque fois pour Nicolas Sarkozy? Je peux répondre, c'est pas forcément... c'est le cas effectivement pour l'affaire Big Malion et pour l'affaire du financement de 2007. C'est Serge Tournaire, mais Serge Tournaire, il est juge pôle financier, donc c'est assez normal que ce soit un juge du pôle financier qui instruise ses affaires. Totalement complet. Est-ce que c'est pas louche de changer à chaque fois de juge pour choisir le plus méchant? On passe au dernier sujet, Olivier Duhamel. C'est celui de Facebook. Alors là aussi, les complotismes et tout ça, ça doit y aller. Une fois n'est pas coutume, le patron de Facebook a reconnu des erreurs après le scandale Cambridge Analytica et l'utilisation massive de données personnelles d'utilisateurs du réseau social, notamment utilisation pour